voilà, le mangeur de livres est de retour pour vous faire partager des petits bonbons sucrés. Aujourd'hui, de quoi on va parler? D'un truc de ouf. Accrochez-vous. Allez, trêve d'intro. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? D'un auteur qui s'appelle Edward Bunker et de son premier livre, Aucune bête aussi féroce. Et peut-être même de son deuxième livre qui s'appelle La bête contre les murs. Parce qu'en gros, c'est une trilogie. C'est pas une trilogie, on peut les lire dans n'importe quel sens indépendamment. Mais en fait, il y a trois romans de la bête. Il y a Aucune bête aussi féroce, La bête contre les murs et La bête au ventre. Mais je vais vous parler déjà du premier et de Bunker, si ça vous intéresse. Hmm. En tout cas, pour les quelques fantômes de Podcastland qui m'écoutent, je tiens ma promesse. Hein. Je suis un peu plus régulier dans les podcasts. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Edward Bunker? Hmm. Obligatoirement. Si vous avez vu un jour Réservoir Dogs, vous vous rappelez que dans la bande de cambrioleurs, ils avaient tous un nom de couleur, Mr. Brown, Mr. Pink, Mr. Black, etc. Et je crois que Edward Bunker, en fait, c'était un caméo, il a joué dedans, il fait partie de ceux qui meurent le plus tôt, et je crois que c'était Mr. Pink. Et en fait, pourquoi Tarantino lui avait donné un petit rôle comme ça? C'est parce qu'en fait, c'est une légende, Bunker. C'est un mec qui est né en 1933 et qui est mort en 2005. Et il a passé la majeure partie de sa vie en tôle. Le truc, c'est qu'à la différence des millions de détenus de son genre, bah, il a développé un talent incroyable pour l'écriture et pour l'écriture choc. C'est un chantre du roman noir et en fait, avant même que Tarantino montre sa tête un petit peu à des millions de spectateurs, c'était déjà une légende pour tous les aficionados de polar et pour tous ceux qui s'intéressaient un peu aux légendes du crime et du monde carcéral américain. Le truc en fait de Bunker, c'est que comme il est né juste après la Grande Dépression, là, en 1933, en fait c'est un peu un paradoxe parce que il est né dans une famille, on va pas dire aisée, hein, mais déjà c'est une famille blanche d'Hollywood, c'est pas un mec de Brooklyn ou un mec du Bronx. C'était une famille moyenne d'Hollywood qui travaillait dans le milieu du cinéma en fait. Son père était machiniste de théâtre et je crois que sa mère relisait les scripts ou un truc comme ça. Et le truc, c'est que malheureusement, son père, il a un petit peu trop biberonné de bouteilles de whisky et il a perdu son job et finalement il a quitté le domicile conjugal quand il avait 4 ans. Et donc sa mère n'a pas été capable de pouvoir l'élever comme elle le souhaitait. Et le truc, c'est que très vite, il va. Donc là, on est encore dans les années 30, hein, c'est la Grande Dépression. En plus, on est du côté ouest. Je sais pas si vous avez déjà vu Les Raisins de la colère ou si vous avez déjà lu des bouquins sur cette période aux États-Unis, mais la Californie, ça a été un peu l'endroit où tous les gens du Midwest, parce qu'en plus, il y avait eu le Dust Bowl, c'était des espèces de tempêtes de sable là, qui avaient desséché toutes les grandes plaines qui étaient le grenier à blé des États-Unis. En fait, ça avait mis sur la route, en plus de tous les gens qui avaient souffert de la crise déjà en perdant leur boulot, il y avait tous les agriculteurs, en gros, les petits fermiers, qui avaient perdu leur exploitation, et finalement la Californie c'était un peu une terre promise, alors ils pouvaient travailler dans d'autres exploitations agricoles, ou justement dans le monde du cinéma, ou dans n'importe quoi d'autre, dans les ports. Donc ce qui fait qu'en réalité, il n'y avait pas trop de taf, et que pour un petit gars comme ça, qui n'avait pas son père, et qui traînait dans la rue, bah, finalement, le plus facile pour lui, ça a été de devenir un petit voyou, un petit escroc, un petit voleur. Et le truc, c'est qu'il s'est très vite retrouvé dans les maisons de correction américaines. Et ça, déjà, c'est un monde à part. Et ça, c'est ce qui nous dépeint dans son deuxième livre, La bête contre les murs. Parce qu'en réalité, en ce qui concerne ces trois livres, bien qu'il n'emploie pas son nom et que c'est des romans, on voit bien, en tout cas pour les deux premiers romans, que en fait c'est lui, quoi. Et c'est
assez impressionnant de voir que une fois qu'on a lu ces bouquins, si vraiment on s'intéresse à Bunker et qu'on farfouille un petit peu, que ce soit sur internet ou je crois qu'il y a même un bouquin qui raconte sa vie, euh, bah en fait c'est impressionnant de voir à quel point c'est cohérent quoi, et à quel point c'est quasiment sa vie qui est dépeinte dans les deux livres. Et donc lui très tôt, il se retrouve dans les maisons de correction, donc des années 40 quoi, aux États-Unis, et c'est l'enfer en fait. C'est l'enfer parce qu'à l'époque c'est ce qu'on a vu dans les films, quoi. Ils se font tabasser, il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas d'éducateur spécialisé. En fait, c'est des prisons pour enfants, quoi. Donc, en fait, le seul effet que ça a, c'est de l'endurcir encore plus. Donc, il s'évade, il recommence à faire des petits larcins, il se refait choper. Et le truc, c'est que, comme il n'est pas encore majeur, pendant un moment, entre guillemets, et il se retrouve que dans les maisons de correction. Mais à 17 ans, à un moment donné, comme il a participé je crois à son premier braquage ou quelque chose comme ça, et il se retrouve dans la pire prison des États-Unis de l'époque, c'était, enfin, au moins de Californie, mais qui est réputée en tout cas dans tous les États-Unis, c'est Saint-Quentin. Et il se retrouve à 17 ans, Saint-Quentin. Et déjà à l'époque, c'était, comme je vous dis, était réputé comme une des prisons les plus dures des États-Unis. Et le truc de fou, c'est que il est le plus jeune homme à y avoir été détenu de all time, quoi. Mais il réussit à s'en évader à deux reprises. Et à un moment donné, sa cavale, elle dure 2 ans. Donc déjà, ça vous dresse le tableau du bonhomme, c'est un mec qui a la rage, quoi. Il lâche pas, il sauve, il revient, il sauve, il revient, il sauve, il revient. Mais le truc, c'est que c'est en même temps, sa vie, c'est une histoire de loose, quoi, de la pure loose, et c'est ça qui est super bien décrit dans son premier livre, là, dans Aucune bête aussi féroce. C'est que, parce qu'en fait, lui, jusqu'à 1975, il va faire des allers-retours en prison plus ou moins importants. Au début, c'est des petites peines, et puis comme à chaque fois, sa cavale elle dure pas trop longtemps, puis à chaque fois il fait un dernier coup, et c'est à ce moment-là qu'il se fait attraper, et des fois c'est des peines cumulatives, parce que des fois il se fait choper pour en même temps braquage, en même temps le fait d'avoir été poursuivi ou de s'être battu avec les flics quand ils ont voulu l'arrêter, ou en même temps braquage, en même temps trafic de drogue. Donc des fois en fait il se retrouve avec des 7 ans, des 8 ans, des 5 ans, et à chaque fois c'est dans des prisons de plus en plus dures. Le truc c'est qu'au début, donc comme il essaye de survivre dans ces prisons, d'ailleurs une petite aparté, tous ces bouquins ont été adaptés en, en film, et le plus connu c'est Animal Factory. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film, c'était dans les années 2000, c'était avec Edward Furlong et William Defoe. Et, pareil, alors je sais pas lequel, parce que le premier c'est Le Récidiviste, c'était avec Dustin Hoffman, et Animal Factory, bah... Ah oui, parce qu'en fait, ouais, je viens de me rappeler une chose, c'est que en réalité, les titres anglais, là, La bête contre les murs, Aucune bête officieuse, etc., c'est les titres en français. En fait, à part pour le premier No Beasts So Fierce, c'est vraiment le, le bon titre. Mais après, Animal Factory, en fait, c'est Animal Factory. C'est le deuxième, en fait. Et le troisième, c'est Dog Eat Dog, je crois. Et celui-là aussi, il a été adapté avec Nicolas Cage et Willem Dafoe encore. Donc, si vous avez envie de voir des adaptations au cinéma, et apparemment, c'est tous des bons films. Moi, j'ai vu que Animal Factory, et c'était un très bon film. Super réaliste, et c'est vrai que on sentait, on sentait la plume de Bunker, parce que le truc en plus c'est qu'il était souvent conseiller technique sur ses propres films, et qu'il a été aussi scénariste après, mais bon, on y reviendra plus tard. Pour en revenir en tout cas aux jeunes années de Bunker, comme je vous dis, donc après ces allers-retours en maison de correction, il se retrouve souvent en quartier de haute sécurité même, c'est comme il s'évade. Et le truc c'est que à un moment donné, euh, il y a une période où il a quand même un petit moment où il est hors de prison sans retomber tout de suite. D'ailleurs, c'est cette période-là qui est exploitée dans le premier livre, là, Aucune bête aussi féroce. Et bizarrement, alors je sais pas si c'est parce qu'il avait baigné un peu dans le milieu du cinéma quand il était jeune, parce que apparemment ses biographes disent que même si il a connu son père que 4 ans, il s'est déjà retrouvé sur des plateaux de ciné quand il était petit.
Et en fait, il rencontre une femme qui s'appelle Louise Wells, et qui avait été une star du cinéma muet. Et en fait, apparemment, à l'époque, elle avait encore cette aura de star, et je sais pas ce qu'elle a trouvé, ce qu'elle a vu en lui, ou si c'était vraiment le hasard qui a fait qu'ils se sont reconnus entre eux. En tout cas, elle a essayé de l'aider vraiment pendant un long moment, même après qu'il se soit perdu de vue et qu'il soit retourné en prison. Quand il est encore ressorti, elle l'a aidé à nouveau. Elle l'a aidé, je crois même, à faire éditer son premier bouquin. Et donc pendant une petite période, il essaye vraiment de, de se refaire une réputation, de devenir straight, comme on dit. Mais le problème, et c'est ce qu'il nous dépeint dans son livre, c'est que surtout aux États-Unis, parce qu'en France, je sais pas si vraiment le fait d'avoir un casier judiciaire, ça empêche, par exemple, de trouver du travail, enfin, à part si on veut travailler dans la fonction publique. Mais sinon, quand on cherche du taf, on nous demande rarement si on a été en prison. Euh, En tout cas, moi, je m'ai demandé, à part justement quand j'ai travaillé pour l'État. Mais je veux dire, sinon, apparemment aux États-Unis c'est différent, hein. Le patron, il sait direct que que quelqu'un a été en prison ou pas, et en plus il y a les agents de probation. Et c'est ça aussi le truc de fou, c'est le fait, parce que vous savez, souvent aux États-Unis on sort en conditionnel et on doit les pointer chez un agent de probation chaque semaine, et en fait c'est insupportable, parce que c'est une espèce de prison à ciel ouvert, le mec il sait tout, et il peut ne pas être d'accord avec l'emploi que vous prenez, ne pas être d'accord avec l'endroit où vous vivez, ne pas être d'accord avec votre comportement en général. En fait, ça rend fou. La plupart des gens, surtout de cette époque, au bout d'un moment, c'est à cause de ça qu'ils craquent et ils se barrent et ils laissent tomber. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Oui, c'était par rapport à Louise là, Wallis, qui l'a aidé dans une période intercarcérale. Et pour en revenir à Aucune bête aussi féroce, donc, notre ami Bunker, qu'est-ce qu'il nous dépeint? Il nous dépeint, comme je vous le dis, en prenant appui sur sa propre expérience, sur le fait qu'il a vécu ça lui-même, justement, une des premières incarcérations du héros, et le fait qu'il doit s'évader, le fait qu'il se fait réattraper, et ensuite qu'il sort en conditionnel et qu'il se retrouve à LA avec un agent de probation et qui doit essayer d'avoir une vie honnête et pour oublier son passé en gros. Et je sais pas si parmi vous il y en a qui ont écouté les conseils estivaux gracieusement donnés par votre serviteur. Et j'avais parlé de ce livre et j'avais donné une anecdote, par exemple justement en parlant de l'agent de probation et en parlant du fait que c'est super dur pour quelqu'un qui sort de prison de juste essayer de vivre normalement. Comme je vous le disais, il vit à Los Angeles. Et Los Angeles, à la différence par exemple de Chicago ou New York, c'est une mégalopole où les transports en commun, surtout à l'époque, ne sont pas très développés du fait de la superficie incroyable de LA en fait. Vous savez, quand on entend San Bernardino, San Diego, je sais pas, Malibu, tout ça, en réalité c'est une énorme mégapole, même si parfois ça peut être des communes qui sont vraiment séparées, hein. La mairie de San Diego, c'est pas la même mairie que Los Angeles, mais en gros c'est ce qu'on appelle une mégalopole, et même elle est en elle-même est super étalée, et je crois que si on prend toute cette mégalopole, ça fait 200 km de long. C'est pour ça que c'est connu pour être la ville de la voiture. Bon, quand on voit les films ou les reportages, on les voit tous avec des voitures et des bouchons monstrueux, parce qu'en fait on peut pas se déplacer sans voiture à Los Angeles. Et le premier problème auquel est confronté donc le personnage du bouquin, c'est que il doit donc pointer, il doit aller voir son agent de probation chaque semaine. Lui, bien sûr, il habite pas dans le même quartier que son agent de probation, parce que c'est un ex-dollar et qu'il doit trouver une chambre à louer le moins cher possible, parce qu'il a pas de thune, vraiment, il a rien. Et la première fois qu'il doit aller rencontrer son agent de probation, donc il a même pas de thune pour s'habiller, donc il faut quand même, il fait un effort, il va dans les trucs de surplus, dans l'équivalent de ce qui pourrait être des Emmaüs aujourd'hui pour nous, et il essaye de s'habiller un peu de bric et de broc, et le truc c'est qu'il trouve pas de chaussures à sa taille, donc il achète des chaussures trop petites. Mais comme je vous dis, on est à Los Angeles, et même rien que le fait d'aller trouver un tram ou un bus qui va l'emmener dans le quartier de son agent de probation, en fait, il faut qu'il marche super longtemps, et il se rend compte qu'en fait, il pourra pas. Il pourra pas marcher avec des chaussures aussi petites, et c'est super dur pour lui.
Ça lui prend toute la journée, il essaie de courir après un bus, il le loupe, et finalement il arrive en fin de journée chez l'agent de probation, qui le pourrit, qui le laisse même pas parler, et limite lui dit qu'il va retourner en tôle si la prochaine fois il vient pas à l'heure, quoi. Donc en fait il devient fou. Il voit le décalage entre sa situation à lui et la situation du Pékin moyen, d'un agent de probation qui travaille pour le gouvernement, et qui est tranquille dans son quartier de classe moyenne à LA, quoi, et lui qui a même pas d'argent pour s'acheter des chaussures à sa taille. Et en fait, c'est une des raisons qui va faire que il va rebasculer, quoi, parce que humainement parlant, c'est impossible. Il nous décrit pareil toutes les fois où il essaye de travailler, mais des boulots pourris, hein, des boulots de manœuvre, agent agricole, n'importe quoi, de maçon. En fait, ça revient toujours, le passé de convict, là, comme ils disent, là, le passé carcéral, ça revient à un moment ou à un autre, ça revient toujours sur le devant de la scène, et donc il se fait virer, des fois il se fait pas payer, des fois. Et donc ça le rend fou. Et comme n'importe qui, je pense, à sa place, au bout d'un moment, bah, il se dit, bah, puisque la société veut pas de moi, puisqu'elle me laisse pas une chance de réhabilitation, autant être un gangster, quoi, autant être un criminel. Et donc il recommence tout doucement. Alors au début, il vend un peu de drogue, il vole, il essaye de se faire, entre guillemets, son empire criminel à lui. Mais comme je vous le dis, c'est la loose. C'est la vraie loose. Il, il explique comment, surtout, en plus c'est pas le monde contemporain, c'est le monde des années fin 40, début 50, quoi. Alors paradoxalement, pour plein de choses, c'est plus simple. Il n'y a pas internet, il y a pas, on peut changer de papier facilement. Il nous explique plein de façons d'escroquer des banques ou des commerçants, parce que en fait, justement, il n'y a pas la technologie d'aujourd'hui. Mais paradoxalement aussi, c'est super dur pour la vie de tous les jours, quoi, parce que justement, il faut pointer, il faut être suivi par quelqu'un, on est payé à la semaine, et apparemment, en plus, comme je vous l'ai dit, si on a un passé j'ai toujours convict à la tête, en tout cas si on a déjà séjourné en prison, ça se sait. Donc en réalité, il y a tout le côté social, à part quand on change d'identité, qui est super dur à avoir, et même une fois qu'on a changé d'identité, il faut quand même vivre dans des zones où la police se fait rare, et on vit à la marge en fait. Et il nous montre en fait que c'est super dur, et que juste pour essayer d'avoir une vie décente, il est obligé d'avoir recours à mille et un expédients, mille et une escroqueries, et que même après dans le monde, justement, entre guillemets, du crime, euh, qui n'est pas le monde justement des grands caïds, euh, des organisations criminelles organisées, hein. Lui, il est tout seul, des fois il monte des coups avec deux trois mecs, la plupart du temps ça marche pas, il est qu'avec des losers comme lui, et c'est pour ça en fait qu'il retombe à chaque fois. C'est parce que souvent, il y a toujours dans l'équipe qu'il essaye de monter, il y a toujours un mec qui s'est un bras cassé, ou même quand il essaye de faire un coup tout seul, il se rend compte que finalement il y a quelqu'un qui la balance avant, et que les keufs étaient déjà sur son dos, et qu'ils vont le serrer en flagrant délit. En réalité, c'est incroyable, c'est que des histoires de loose. Et il souffre en tant que criminel, il souffre en tant que prisonnier quand il est en prison, et il souffre même quand il essaye d'avoir une vie normale. Et en fait, c'est ce qui donne le sel de ce livre, et ce qui fait qu'on s'attache vraiment à lui. Parce que, pour le coup, on se dit depuis le début, depuis qu'il a 4 ans, là, c'était une tragédie, quoi, déjà écrite, et que c'est vraiment la bête contre les murs. Parce que même si c'est le titre du second roman, c'est la bête contre les murs. Et pourquoi il devient une bête aussi féroce? Parce que justement, la société, elle l'a empêché d'être autre chose que ça. Et donc justement, il s'endurcit. Tout doucement, il s'endurcit, jusqu'à un moment où c'est presque du nihilisme. Il voit bien que quand il monte un coup, il y a 80% de chances pour qu'il se fasse serrer, mais il se dit, de toute façon, quoi? C'est ça, ou continuer comme ça. Il voit bien que, et pareil, quand il essaye d'avoir des relations, que ce soit avec des femmes ou même des relations amicales, il voit bien que de toute façon, le monde dans lequel il évolue, c'est sûr et certain que ça va jamais tenir, qu'il pourra jamais avoir de relation normale avec qui que ce soit. Mais pareil, il dit, mais de toute façon, il faut que je fasse quoi? Et le truc, c'est, parce que quand même, ce qui est hallucinant avec ce personnage, c'est qu'il lâche pas. C'est que comme tous les survivants, bah, il va pas se laisser mourir, quelles que soient les conséquences de ses actes, il essaye de voir la lumière au bout du tunnel. Et
justement, sans vous spoiler rien du tout, ce qui est fort aussi, c'est qu'au bout d'un moment, on est pris dans son histoire et qu'on se demande si est-ce qu'il va finir au trou pour toujours, ou est-ce qu'à un moment donné, il va avoir soit un concours de circonstances, soit un coup de génie, soit une main tendue qui va faire que peut-être, il y aura une autre voie qui va s'ouvrir devant lui. Et c'est là où il est fort, c'est qu'il arrive à nous maintenir en haleine comme ça, tant avec le côté documentaire et qu'avec le côté purement romanesque du personnage qui nous dépeint, quoi. Et je me rappelle, j'avais lu au début, parce que tous ces bouquins, ils ont été édités chez Rivage Noir, la fameuse collection de Guérif, là. Et en fait, au début, je l'avais lu en poche, donc il n'y avait pas de préface. Mais ensuite, en farfouillant comme d'habitude dans les librairies, je suis tombé sur un omnibus où il y avait toute la trilogie. Et il y avait une grosse préface euh, d'un critique littéraire qui s'appelle William Styron, qui a même écrit, je crois. Et en fait, qui expliquait justement le fait que, au-delà du côté biographique du personnage, au-delà des péripéties rocambolesques, au-delà même de tout le volet social du livre, presque documentaire de cette période-là, de la Grande Dépression en gros, et qui nous emmène jusqu'à l'après-guerre. Et par exemple, comme il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé de Perfidia, là, de James Ellroy. Et justement, Ellroy, parce que quand son livre est sorti au début, tout le monde l'a comparé à Ellroy. Et Ellroy, justement, il dit toujours le contraire. Il dit non, 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 il faut pas le comparer à moi, c'est moi qui me compare à lui. Pour moi, c'est un génie. Et d'ailleurs, c'est là où on voit qu'il est super humble. Munger, c'est que lui, il a toujours dit que non, Ellroy, enfin, j'ai rien à voir avec lui, il a pas besoin de moi pour être un génie, en gros. Et donc, pour en revenir à ça, je parlais du côté presque documentaire là, de la description de la société américaine de Los Angeles après la guerre. Et pareil, Elroy, il en parlait dans Perfidia. Donc au-delà de tous ces trucs-là, c'est que c'est un génie de l'écriture. Et pour une fois en plus, c'est que parfois on peut passer à côté d'un... Quand c'est pas un francophone, quand c'est des traductions, on peut passer à côté d'un génie justement, d'un grand styliste, parce qu'on lit pas dans le texte, on lit pas en anglais. Mais là, les traductions, elles sont suffisamment bonnes pour que se distingue derrière la trad l'écrivain, quoi. Le vrai styliste, cette écriture nerveuse. Parce que, pareil, quand on lit un peu sa biographie, il n'a pas été à l'école, quoi. Son école, ça a été les maisons de correction, et ensuite la vie de criminel. Et il a été en prison. euh, donc je vous dis, il est né en 33, il est mort en 2005. Je crois que la dernière fois qu'il est sorti de prison, c'était 1975. Donc de 33 à 75, ça fait 42 ans. Donc on va dire la moitié de sa vie, il a, dans cette période-là, en fait, la majeure partie de sa vie, il l'a passé en prison. Et le truc, c'est qu'il a appris à écrire en prison. C'est que, comme je vous disais par exemple au début, il était le plus jeune pensionnaire de Saint-Quentin. Et il devenait fou, en fait, parce que c'est pareil, vous savez, les prisons américaines, il y a des gangs, il faut survivre, on peut se faire planter, il était jeune et tout. Donc en même temps, il fallait qu'il se trouve des alliés, et en même temps, il fallait aussi intellectuellement et mentalement, qu'il trouve un échappatoire à ce monde carcéral. D'ailleurs, c'est marrant, je sais pas si vous connaissez Danny Trejo, là, vous savez, l'acteur qui a joué Machete et qui jouait dans la El Mariachi, enfin le Mexicain qui est super connu. Et là, il l'a connu en prison. Et longtemps après, il a été scénariste d'un film qui s'appelle Runaway Train avec John Voight. Et il avait ramené Danny Trejo aussi dans le casting parce que il avait la tête de l'emploi en gros. Donc c'est marrant, parce que Danny Trejo, pareil, il est super connu aussi pour le fait d'être entre guillemets une espèce de repenti, quelqu'un qui était dans les gangs mexicains quoi, et qui a passé une grande partie de sa vie en prison, qui ensuite a réussi à s'en sortir par le cinéma et qui a aidé ensuite beaucoup de gens justement dans les prisons américaines pour se réhabiliter. Et je pars dans tous les sens, hein, comme d'habitude. Mais donc, pour en revenir à ça, d'ailleurs, il avait écrit un article qui avait fait sensation à l'époque, pareil à la fin des années 70, parce que pareil, il explique qu'au début, justement, pour survivre en prison et qu'il faut absolument appartenir à un gang, donc lui, il a fait partie des Aryan Brotherhood. Donc vous savez, c'est les nazis, quoi. C'est les gangs suprémacistes blancs, là.
Mais lui, en fait, il n'était pas raciste, il s'en foutait. C'est juste qu'il explique que c'était, comme il était blanc, en gros, c'était la seule alternative qu'il avait, et en plus, il était jeune. Et, et lui, bien avant que ça devienne un problème, entre guillemets, social, des politiques et tout, il avait dit que la bombe à retardement en Amérique, en tout cas une des plus grosses bombes sociales dans la société américaine, c'était ça, c'était la différenciation entre les noirs et les blancs en prison, et qu'il fallait absolument trouver une solution à ce problème carcéral, parce que ça allait causer beaucoup de problèmes et beaucoup de morts dans le futur. Donc il a été, comme nul n'est prophète en son pays, personne ne l'a écouté, bon, on peut pas dire qu'il soit trompé. En plus, lui, il connaissait ça de l'intérieur. Et le truc, c'est qu'il explique que, au début, donc, il n'a pas commencé à lire tout de suite, mais dès son deuxième ou troisième passage en prison, pour pas devenir fou, parce que comme les peines devenaient de plus en plus longues, il a commencé à lire. Et là, il lisait tout ce qui lui tombait sous la main. Que ce soit du polar, là, des mecs de l'époque, là, des Chandler, des Hammett, mais même des Hemingway, ou même des auteurs plus intellectuels, on va dire. Et au bout d'un moment, il s'est mis à écrire. Et il a d'ailleurs écrit un roman que personne n'a jamais lu parce qu'il a estimé qu'il était pourri, mais il a déjà écrit un roman, tout seul en prison comme ça. Et ensuite, pareil, on va dire dans ses derniers séjours en prison, il a commencé à écrire Aucune bête aussi féroce. Et d'ailleurs, c'est sorti alors qu'il était encore en prison, par le biais justement de cette fameuse Louis Wallis. Et je crois que c'est ce qui a fait, au bout d'un moment, qu'il sorte avant. Il a eu une réduction de peine, parce que à l'époque où il est sorti, ça a fait un boom incroyable aux États-Unis. C'était vraiment un livre qui a été lu par tout le monde, euh, qui a jeté un coup de projecteur sur le monde carcéral justement en Amérique, et ça a fait de lui une star du jour au lendemain. Mais par exemple, sa dernière peine, c'était justement, je crois, dans une prison encore pire que Saint-Quentin, dans un truc où je crois il y avait 600 matons pour 300 bandits. Et là, il s'est dit qu'il allait devenir vraiment fou. Et la seule chose qui l'a sauvé, c'était l'écriture. Il écrivait tout le temps, non-stop. Et donc, en fait, comme il explique souvent, le livre, en fait, il a eu une vie indépendante pendant un moment, avant qu'il sorte de prison. Et finalement, il a réussi à s'en sortir. Et donc, comme je vous le dis, donc ça a été un petit peu un animal médiatique aussi pendant un petit moment. Et le truc, c'est que donc il a continué à écrire, il a fait. Bon, je vous donne les titres en français, hein, il a fait donc La bête contre les murs, La bête au ventre, Les hommes de proie, Stark. Euh, je crois d'ailleurs, il a fait justement, je vous disais que il avait écrit un bouquin sur quasiment autobiographique, et ça s'appelle Mr. Blue, Memoirs of a Renegade, où il y a deux titres. Ou alors c'était Education of a Felon, si vous le voulez en VO. Et sinon en français, toujours chez Rivage, c'est L'éducation d'un malfrat. Et donc, comme ça marche ces bouquins, bah justement le cinéma lui fait les yeux doux. Et qu'est-ce qui lui donne la possibilité de rentrer dans le monde du cinéma? C'est le fait que son livre est optionné en 1978. Comme je vous dis, il est sorti de tôt en 75, donc ça va vite. Et ils appellent ça Straight Times aux États-Unis. Et c'est avec Dustin Hoffman, donc il écrit le scénario. Mais malheureusement, apparemment, il n'y a pas trop de succès le film. Donc ensuite, il sera toujours sur toutes les adaptations, il travaillera dessus. Mais il a été aussi conseiller technique, donc sur celui-là. Euh, il a été, par exemple, un film qui est super connu, de Michael Mann, vous vous rappelez Hit, avec De Niro et Al Pacino. Et ben, il a été conseiller technique dessus. Il a été scénariste donc du Récidiviste et de Runaway Train. Il a été même producteur de Animal Factory. Et il a été acteur après dans plein de films, alors que ça peut aller du caméo, hein, comme dans Le Récidiviste, ou comme je vous disais, dans Reservoir Dogs, ou peut-être après des films un peu. Enfin, des rôles un peu plus importants. Je me rappelle qu'il avait joué dans Running Man, tiens, avec comment il s'appelle là, Terminator. J'ai oublié son nom. Il est trop tard encore. Euh, il avait joué dans Tango et Cash avec Stallone. Donc en fait, finalement, il a réussi à avoir une vie artistique assez intéressante. Et depuis 75, en fait, à partir de 75, il n'a plus jamais fait de séjour en prison, et il a une vie totalement différente. Et
Bon, ça, à la limite, ça peut être anecdotique, hein, vous n'êtes pas obligé de vous intéresser forcément à sa vie réelle plutôt qu'à sa vie d'auteur, hein. C'est juste que je trouve que le parallèle est intéressant parce que, comme je vous le dis, la plupart de ces bouquins, c'est toujours des aspects de sa vie en vérité. C'est toujours des aspects de sa vie. C'est incroyable. En tout cas, moi j'ai lu Aucune bête aussi féroce et La bête contre les murs, et les deux ont été des coups de poing pour moi. Vraiment. Et c'est rare qu'un polar vous remue les tripes en réalité. Parce que souvent c'est une histoire justement d'un criminel qui se fait courser par la police. Voilà, on peut s'attacher au personnage. Mais là, le truc, c'est que de toute façon, même si j'avais eu aucune information sur la bio de l'auteur, même si je l'avais lu avec écrit anonyme dessus, je me serais dit non, c'est du vécu quoi. Et surtout l'injustice du système judiciaire et carcéral américain. Bien sûr, on peut dire ça de tous les pays du monde, mais bon, euh, la, la prison norvégienne, c'est pas la même que la prison californienne, hein, on est tous d'accord. Et on voit bien que de toute façon, c'est rarement une question de noirceur de l'âme, quoi. C'est souvent une question de précarité et de pauvreté. Et lui, et surtout dans le deuxième, là, c'est vrai que là, je vous parle d'aucune bête aussi féroce, mais comme j'en ai lu que deux et que en vérité, chronologiquement, ça suit, quoi. euh, dans La bête contre les murs, là, où il explique le système des maisons de correction. Moi, il m'a fait encore plus mal celui-là. Parce que dans Aucune bête aussi féroce, il y a de l'espoir. C'est un adulte et en gros, il a compris la vie et il sait ce qu'il fait. Il y a de l'espoir. Même si c'est noir de noir et qu'on se dit putain, mais sa vie elle est horrible. Mais dans La bête contre les murs, là, franchement, c'est pire qu'un animal. Je veux dire, à l'époque, il traitait les enfants d'une manière qu'on se doute même pas. C'est-à-dire, du moment que c'est des enfants de pauvres, encore une fois, c'était des enfants, entre guillemets, des délinquants, là, alors que c'était juste des mecs qui voulaient manger à leur faim, c'était même pas. C'était pas des criminels, les gamins, de toute façon. Mais la manière dont ils se faisaient traiter, mais je veux dire, même au Moyen-Âge, même dans l'Égypte antique, même les esclaves, ils se faisaient pas traiter comme ça. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Et donc, comme l'avait dit William Styron dans sa préface, je reviens, le don qu'il a de nous toucher avec son style et de nous faire vivre ce qu'il a vécu, bah, surtout dans le polar, moi je trouve que c'est très rare. Alors souvent, bien sûr, hein, c'est paradoxal, je vous parle souvent de polar dans les podcasts, et je vous dis souvent que c'est pas un genre que j'affectionne particulièrement. Bah, en fait, c'est comme les romans de littérature blanche. Je trouve qu'il y en a trop et que il faut trier le bon grain de livret, quoi. Mais quand je tombe sur des bons, je l'admets et je suis le premier content à les manger, à, ce que j'allais dire, à me remplir la panse de ces pépites. Mais là, c'est du vrai polar, quoi. C'est du vrai polar. Non, enfin, c'est plus que ça va au-delà du polar. C'est comme quand on dit c'est plus que de la SF, bah là c'est plus que du polar. Donc voilà, que si je vous parle plus des livres, je vais vous spoiler, et faut pas vous spoiler, parce que c'est un univers à part. Moi, c'est ça aussi le truc, c'est que il y a très peu d'écrivains aussi qui ont un monde à eux. Vous tournez la première page et en fait vous ouvrez la porte d'un monde, d'une dimension, vous rentrez dedans et vous êtes à côté des protagonistes. Et ben avec lui c'est ça en fait. Vous suivez sa vie et c'est plus que voir un film, c'est un monde à part. C'est un monde à part, c'est nerveux, c'est du bon polar. Et c'est bizarre parce qu'en fait, moi, quand j'ai lu ce bouquin, c'était sur les conseils de potes mangeurs de livres comme moi. En fait, je crois que c'est parce qu'on parlait de Reservoir Dogs. Il était sorti il n'y a pas longtemps. Et en fait, comme quoi, quand on est mangeur de livres, tout mène au bouquin. C'était des lecteurs de comics comme moi. Et il y a une époque où on se retrouvait souvent le samedi dans des magasins de comics, quoi. Et après, on allait boire un verre, on discutait de culture populaire, quoi. Et donc, finalement, des comics, on saute à Reservoir Dogs. Et un des potes qui me dit, mais tu sais que dans Reservoir Dogs, Mr. Pink, c'est un écrivain et c'est un ancien criminel. Et ses livres, c'est des livres de foot. Je dis, ah bon. Et un autre qui me dit, mais ouais, tu connais pas, c'est Edouard Banquer. T'as jamais lu aucune bête aussi féroce, là? Tous les livres avec la bête dedans, là. Et moi, j'étais vraiment le mec, mais
no culture at all, quoi. Je savais même pas de qui il parlait, ce que c'était. Et donc ils me font comprendre qu'il faut pas que je passe à côté, donc ni une ni deux, je vais chez Gibert et j'achète aucune bête aussi féroce. Et je me suis dit, bah c'est cool d'avoir des potes mangeurs de livres, quand on est soi-même dévoreur de bouquins. Parce que je sais pas si je serais tombé sur lui en fait. Si ça n'avait pas été sur les conseils de quelqu'un. C'est vrai qu'il y a plein de trucs, je suis tombé dessus par hasard, ou en fouinant, ou... parce que comme je dis toujours, quand on défonce des bouquins, au bout d'un moment, il y a aussi un instinct, il y a un radar qui se crée, là. On arrive à manger toujours confondu, à tomber sur plein de pépites. Mais là, je remercie mes potes lecteurs de comics, hein, comme quoi lire des X-Men et des Spider-Man, ça mène à tout. Hein. Donc en plus de Edouard Bonnecoeur, je vous conseille de lire des comics. Non, sérieux, je vous conseille de lire des comics. En VO, parce que les trades françaises, c'est insupportable. Ah, donc voilà, 35 minutes à 3h44 du matin. Vous me pardonnerez si c'était un peu fouillis. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si ça vous a plu, faites plein de trucs pour que ça plaise à d'autres gens. Et puis sinon, bah, allez faire coucou à Edouard Bunker. Il mérite, le gars, il mérite. A bientôt, les mangeurs de livres.